Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lanceur d'Arrête. Merci d'être à l'écoute, merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. C'est très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, que ce soit sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube de Lanceur d'Arrête. C'est bien agréable de voir que vous êtes nombreux à l'écoute parce que, vous l'avez sûrement remarqué, le message que je diffuse ici est un petit peu différent de ce qu'on entend dans les médias mainstream. On se permet ici d'aborder des sujets un peu plus du côté des travailleurs, du côté de ceux qui parfois souffrent de leur situation au travail. Alors, c'est toujours bien agréable de voir que leur voix, ces gens-là, sont entendus. Depuis le 6 octobre 2025, donc ça fait vraiment pas longtemps, ce que la loi fait, c'est qu'elle demande aux organisations de prévenir les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est tout ce qui est lié au climat de travail. Donc on parle de surcharge de travail, qu'on parle de stress au travail, qu'on parle bien évidemment de toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques, le harcèlement psychologique, les violences sexuelles évidemment. Ça entre bien sûr dans les risques psychosociaux. L'employeur se doit de prévenir l'incivilité également. On parle aussi du droit à une certaine autonomie. On parle aussi du droit à la déconnexion. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'un d'eux, d'un des risques psychosociaux dont on parle un petit peu moins souvent, la reconnaissance au travail. Donc aujourd'hui, dans Lanceur d'Arrête, on va se parler de la reconnaissance au travail, du manque de reconnaissance au travail et des conséquences qu'il peut avoir. On va aussi glisser tranquillement et aller parler du sens qu'on donne à notre travail dans nos vies. Et bien sûr, quand je parle de reconnaissance au travail, ça va beaucoup plus loin qu'une petite fête pour souligner les 10 ans d'ancienneté par batch de 50, une formation à laquelle on t'offre le repas en disant que c'est de la reconnaissance pour ne pas appeler ça du perfectionnement. Non, je parle de la reconnaissance au quotidien. Je parle de la reconnaissance qui se vit, qui se ressent à tous les jours. Et vous allez voir qu'on va beaucoup parler du ressenti du personnel dans cet épisode. La vraie reconnaissance au travail, elle est de l'ordre de ce que les gens savent faire, de reconnaître leur expertise, de reconnaître leur intelligence, leur capacité à résoudre des problèmes, leur connaissance du terrain. C'est ça la véritable reconnaissance au travail et c'est celle dont on a besoin en tant qu'employé. Et je vais vous le dire d'entrée de jeu, c'est pas pour rien si le manque de reconnaissance est considéré comme un risque psychosocial. C'est parce que ne pas se sentir reconnu, c'est pas seulement frustrant, c'est vraiment la cause d'une grande souffrance psychologique. En fait, le manque de reconnaissance, ça détruit la motivation, ça gruge la confiance en soi, et au bout du compte, ça peut détruire une carrière. En fait, c'est pas compliqué, la reconnaissance au travail, c'est un besoin vital. Il y a le psychiatre Christophe Dejour qui a déjà dit une phrase très juste qui dit c'est pas le travail qui rend fou, c'est le manque de reconnaissance au travail qui rend fou. Ce qu'on a besoin de sentir au travail, c'est ce que je fais a du sens. On va y revenir sur le sens un peu plus tard. Quelqu'un le voit, quelqu'un le reconnaît, et ce que je fais, ça sert à quelque chose. Avant de parler du sens au travail, on va approfondir un petit peu plus la reconnaissance. Parce que dans le fond, imagine que ton jugement professionnel est ignoré. Ça te donne l'impression d'être invisible en milieu de travail. Ça te donne l'impression de ne plus exister. Il y a le psychologue Yves Clos qui a déjà dit qu'on ne se construit pas tout seul au travail, on se sent compétent à travers le regard des autres. Et c'est sûr que si ce regard-là, il n'existe pas ou il n'est pas bienveillant, puis on a du mal à savoir qui on est au travail. Les signes de la non-reconnaissance, on les connaît tous, on les a tous déjà vus. On a tous en tête un collègue qui parle en réunion et que personne n'écoute, même parfois le monde se retienne de pouffer de rire. On a tous en tête une collègue qui connaît extrêmement bien le terrain, mais pourtant on lui demande jamais son avis. On a tous en tête un patron qui nous dit c'est pas toi qui décide, ici il y a un chef, c'est moi, on fait pas de co-gestion ici. Vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est certain. Et ça, c'est des micro-attaques. C'est des dénis de notre existence, subtils, mais qui s'accumulent. Et à force de s'accumuler, c'est là que ça vient peser sur notre santé mentale. Pourquoi? Parce que ça crée du stress, de la frustration, ça crée une sorte de dissonance entre ce que moi je sais que je vaux et ce que mon employeur me reflète. Et moi, ce que je trouve le plus démoralisant en termes de non-reconnaissance, c'est quand toi, tu connais très très bien le terrain, tu as une expertise que tes supérieurs n'ont pas, et pourtant, tes supérieurs hiérarchiques, leur information du terrain, ils vont la chercher auprès de petits chefs qui, bien honnêtement, sont très souvent beaucoup plus occupés à faire des courbettes, justement, pour s'attirer les faveurs, que de vraiment vivre la réalité du terrain. Lorsque j'ai fait mes recherches pour préparer cet épisode, je suis tombé sur un modèle qui s'appelle le modèle de Karasek, qui est un modèle qui est vraiment éloquent à ce niveau-là. En gros, c'est deux axes. Il y a la latitude professionnelle et il y a les exigences.
Et c'est sûr que quand les exigences sont élevées et que la latitude professionnelle est faible, mais c'est là qu'on est à risque d'épuisement, à risque de burn-out. Et n'oubliez pas, quand je parle de l'attitude décisionnelle, je parle de nos compétences et aussi de l'autonomie que notre employeur nous laisse. L'autonomie, vous allez voir, on va en parler beaucoup parce que donner de l'autonomie à un employé, lui faire confiance, c'est d'une certaine façon une marque de reconnaissance. Il y a un autre modèle trouvé par un chercheur qui s'appelle Johannes Sigrist qui va aussi nous intéresser. Ce modèle, il se base sur l'équilibre, parfois fragile, entre les efforts demandés et la récompense obtenue. Si dans une situation au travail, on a un fort déséquilibre entre les efforts demandés et les récompenses, donc les marques de reconnaissance, ça va créer des situations pathologiques au niveau de notre santé mentale, mais au niveau aussi du stress, au niveau des conditions cardiaques. Donc, ça va influencer notre santé physique également. Dans son modèle, Sigris, il explique qu'il y a plusieurs types de récompenses, qu'il y a plusieurs types d'efforts. Là, ça serait trop long à expliquer dans le podcast, mais je vais vous faire un article sur le blog de lanceurdarrête.ca pour vous expliquer un peu plus c'est quoi ce modèle-là, parce qu'il est vraiment très intéressant. Mais par contre, je vais vous souligner que parmi les 3 types de récompenses que Sigrist a mis en valeur, évidemment, il y a le salaire, ça on s'en doutait. Il y a aussi la reconnaissance de ses pairs et de ses supérieurs. Et il y a aussi une certaine forme d'autonomie. Donc, on en revient encore à l'autonomie que notre employeur nous laisse. Le modèle de Sigrist, il se base sur le concept de la réciprocité sociale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donnant-donnant. Je te donne des efforts, tu me donnes des récompenses. Et bien évidemment, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les efforts que je fournis et les récompenses qu'on me donne, ça crée une souffrance. Malheureusement, on vit dans une société où c'est le résultat qui est valorisé, pas toujours l'effort. Vous l'avez sûrement remarqué dans plusieurs organisations, euh, même si ça fait longtemps que tu es là, même si tu as 10 ans d'ancienneté, 15 ans d'ancienneté, tu n'es pas plus autorisé à donner ton avis. C'est là qu'on voit que tous les efforts que tu as donnés pendant toutes ces années n'ont pas nécessairement été reconnus. Il y a la psychologue française Marie Peset qui a fait une métaphore qui est tout à fait juste. Elle parle de la corrosion lente de l'estime de soi. Parce que c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas une fois, 2 fois qu'on n'est pas reconnu que d'un seul coup on va sentir qu'on n'est pas bon. Mais un peu comme la rouille qui vient attaquer un morceau de métal, tranquillement, 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 on commence à se demander, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que j'ai tort de m'attendre à avoir des récompenses? Est-ce que je suis si bon que ça, finalement? Et ça, tranquillement, ça vient jouer dans notre tête et on commence à croire que parce qu'on n'a pas de reconnaissance, on ne vaut pas grand-chose. Et face à cette situation, on a 2 possibilités. On a les gens qui se taisent, qui endurent, qui souffrent. Et on a aussi ceux qui veulent absolument prouver au patron qu'ils sont bons et qui se surinvestissent. Et dans les 2 cas, malheureusement, ça va mener à une forme d'épuisement. Et souvent, les gestionnaires, ils s'en rendent même pas compte. Quand ils vont voir qu'un employé a des difficultés, il va aller le voir, il va lui parler, il va le motiver, il va l'encourager, alors que ce qu'il devrait faire, c'est l'écouter. Beaucoup plus que parler, on doit écouter. Parce que quand vous prenez le temps d'écouter une personne, d'écouter son avis sur un problème, d'écouter son opinion sur l'organisation du travail, mais c'est là qu'elle va se sentir reconnue. C'est là qu'elle va sentir qu'elle vaut quelque chose. D'ailleurs, petit message à nos employeurs qui parfois nous prennent pour des numéros, le problème de la reconnaissance au travail, c'est pas un problème de bobo individuel, c'est un problème organisationnel. Il y a l'Agence européenne de sécurité et de santé au travail qui, en 2022, a publié une étude qui disait que dans les milieux de travail où il n'y avait pas de reconnaissance, il y avait 40% de plus de cas de burn-out. Et on va se poser une question qu'on se pose souvent dans Lanceur d'arrêt. Pourquoi, si la science démontre quand même très clairement que la reconnaissance au travail, c'est essentiel, pourquoi il y a encore des organisations qui n'en font pas une priorité? Et lors de mes recherches pour préparer l'épisode, je suis tombé sur le mémoire de maîtrise de Madame Chantal Perrault, qui a publié une maîtrise en 2008 dans le cadre de sa maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail à l'Université de Rimouski. Et ça a piqué ma curiosité parce que le mémoire s'intitule Reconnaissance en milieu de travail et capacité de communication du gestionnaire. Donc c'est sûr que je suis allé regarder de quoi il était question. Vous savez, reconnaître le travail, c'est pas juste dire merci, c'est pas juste des mots, c'est vraiment un langage relationnel. L'employé qui ne se sent pas reconnu au travail, il est dans l'émotion, bien sûr. Mais l'employeur qui veut lui exprimer de la reconnaissance, il ne doit pas le faire avec des mots. Il ne doit pas lui dire qu'il apprécie son travail, il doit le lui faire sentir. Souvent, on entend dire qu'en relation de travail, il ne faut pas être dans l'émotion, il faut être froid, il faut être cartésien. C'est pas vrai. Ici, c'est tout le contraire. Et donc, Madame Perrault, dans son mémoire, elle regarde la reconnaissance à travers 4 angles théoriques.
Le premier, c'est l'angle humaniste. C'est pas compliqué. C'est reconnaître la personne pour ce qu'elle est. Dire bonjour en regardant dans les yeux, demander à la personne comment ça va, écouter la réponse. Là encore, c'est un bon exemple où la chaleur humaine est indispensable à la relation de travail. Parce que vous savez, avec les mots, là, on peut dire bonjour d'une façon très froide, mais on peut aussi accueillir quelqu'un avec un regard, avec un sourire, sans dire un mot, et la personne se sent beaucoup plus acceptée, parce qu'on est allé toucher à son ressenti. Faire sentir aux gens que vous les appréciez, ben, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école des chefs. Donc, malheureusement, ceux qui l'ont, ils l'ont, puis ceux qui ne l'ont pas, ben, ils l'ont pas. Deuxièmement, il y a l'approche behaviorale. Donc, on récompense les comportements qu'on veut voir apparaître chez nos employés. Ça, c'est dangereux un peu parce que si tu fais que ça, ben, tu instrumentalises la personne. C'est plus une personne, c'est un outil, là. Il fait ce que tu demandes, tu lui donnes une récompense. Il le fait pas, tu en donnes pas. Ça devient un peu mécanique. C'est bien, mais il faut pas l'employer tout seul. Troisièmement, Madame Perrault parle de la psychodynamique du travail. La psychodynamique du travail, c'est un concept qui a été construit par le psychiatre Christophe Dejour. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est reconnaître tous les aspects du travail qui ne se voient pas dans le rapport final, qui ne se voient pas d'un œil profane. C'est-à-dire tout le stress qui a été engendré éventuellement, tous les efforts qui ont été faits, toute l'ingéniosité qui a pu être utilisée. Ça, c'est très important. Et pour pouvoir utiliser ce type de reconnaissance, il faut bien connaître la réalité du terrain de nos employés. Christophe Dejour, dans son approche, il parle de deux jugements. Il y a le jugement d'utilité, donc c'est comment on est perçu par nos employeurs, par les gestionnaires, et ce qu'il appelle le jugement de beauté, ce qui est perçu par nos pairs. Et ce qu'il démontre, c'est que les employés ont besoin des deux pour être heureux au travail. Et quatrièmement, Madame Perrault parle de la reconnaissance éthique. Ça, c'est simple, c'est juste une question de morale, une question de reconnaître la dignité humaine, donc on reconnaît nos employés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en milieu de travail, mais quand vous parlez de reconnaissance à vos employeurs, la question qu'ils disent, ouais, mais reconnaissance, ça peut prendre toute forme possible, ça peut vouloir dire n'importe quoi, c'est différent pour un autre. C'est un peu vrai, mais il faut pas non plus se cacher derrière ça. Parce que quand même, la recherche a démontré qu'il y a 4 formes importantes de reconnaissance qui sont un peu universelles dans tous les milieux de travail. La première, c'est la reconnaissance existentielle. Tout simplement, je reconnais que tu es là, que tu existes, que tu es un être humain. Alors, je te dis bonjour, je te parle, je t'écoute surtout, c'est important. Je te consulte lorsque je veux prendre une décision. Je tiens compte de ton avis. Ça a l'air banal, hein, mais il y a beaucoup d'employeurs qui ne le font pas. Il y a aussi la reconnaissance des résultats. Celle-là, nos patrons, inquiétez-vous pas, ils l'ont. Mais elle n'est pas la plus efficace. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes résultats. Donc, si tu ne fais que reconnaître les résultats, ça va créer des jalousies, ça peut diviser ton équipe. Et aussi, un peu comme l'approche behaviorale, ben, si tu ne fais que récompenser, reconnaître les résultats, la personne pourra en arriver à se dire, ouais, j'existe dans l'entreprise parce que j'ai des résultats. Qu'est-ce qui va se passer le jour où j'en aurai plus? Donc, à utiliser, mais pas seul. Il y a aussi la reconnaissance de la pratique du travail. Ça rejoint la psychodynamique du travail du docteur Dejour et ce qu'il appelle le jugement de beauté. Donc, tout ce qu'un œil profane ne peut pas voir, tout ce qui est la créativité, ce qui est les bons réflexes que tu as eus, ce qui est la façon dont tu as réussi à régler des problèmes qui, dans le produit final, ne se voient pas. Il y a aussi la reconnaissance de l'investissement. Reconnaître l'effort même quand le résultat n'est pas là. Ça, c'est la chose la plus importante si tu veux que ton équipe soit capable de se remettre de ses échecs. Mais bon, je pense que vous l'avez compris depuis le début de l'épisode, ce qui va faire la différence dans la reconnaissance au travail, c'est la communication. Et c'est pour ça que le mémoire de Madame Perrault, il a attiré mon attention parce que elle, le titre l'annonçait un peu, mais elle fait vraiment une corrélation entre le fait que les employés se sentent reconnus, le sentiment de reconnaissance qu'ils vivent et les capacités de communication de leurs supérieurs. En fait, Madame Perrault, dans son mémoire, elle démontre qu'il y a 3 capacités communicationnelles essentielles que l'employeur, que le gestionnaire doit avoir pour que ses employés se sentent reconnus. La première, c'est l'écoute. L'écoute, c'est de loin la plus importante. Je l'ai nommé tantôt, c'est important. Un bon patron, c'est un patron qui sait écouter ses employés. La deuxième, c'est la clarté et le respect dans la communication. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur le micromanagement. Vous le savez, la plus grande qualité d'un leader, c'est la clarté. Et troisièmement, c'est la capacité du gestionnaire à recevoir du feedback. C'est sûr que les gestionnaires sont habitués à en donner du feedback. Et ça peut être un peu contre-intuitif de se dire, oui, mais pour reconnaître la personne, il faut que je lui donne du feedback positif
ou constructif sur ce qu'elle fait. Mais c'est rare que nous, en tant qu'employés, on va donner du feedback à notre employeur. Déjà, des fois, l'espace n'est même pas là pour le faire, puis parfois, on n'a pas le réflexe. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de dire à notre employeur, quand quelque chose n'a pas marché, souvent, pourquoi selon nous? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour que ça marche mieux? Parce que je le répète et je le répéterai jamais assez, c'est les gens sur le terrain qui connaissent le travail. Donc c'est à eux de donner des informations à leurs supérieurs. Et c'est pas pour rien que Mme Perrault le voit comme un geste de reconnaissance à travers son étude, parce que c'est assez évident. Quand je te donne mon avis et que tu m'écoutes, ça veut dire que tu me reconnais puis que j'existe. Puis ça, évidemment, ça dépend du type de gestionnaire que vous avez. Dans les recherches que j'ai faites, on a le descriptif d'un bon gestionnaire et on a le descriptif d'un mauvais gestionnaire. Un bon gestionnaire, c'est qui? C'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui justifie ses choix et qui les explique, quelqu'un qui voit la personne derrière l'employé, c'est quelqu'un qui communique d'égal à égal et c'est quelqu'un qui fait confiance. Le mauvais gestionnaire, écoutez, c'est facile, c'est le contraire de tout ce que je viens de décrire par rapport à un bon gestionnaire. Le mauvais gestionnaire, il donne des ordres, il n'explique pas, il dit c'est moi qui décide, donc il va contrôler, il va punir, il va faire des mesures disciplinaires, beaucoup. Il va être rigide, autoritaire, donner des ordres, couper la parole, ne pas t'écouter en réunion, être parfois condescendant, être parfois dans le t'es payé pour le faire, fait que pose pas de questions puis fais-le. Il manque de respect, il ignore les difficultés que peut vivre la personne dans sa vie privée, etc., etc. Et en fait, on en revient au modèle de Sigrist. Le mauvais gestionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un déséquilibre entre l'effort et la récompense. Il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et il donne très, très peu de récompenses. Il y a pas mal des éléments qui émanent de la recherche pour décrire un mauvais gestionnaire que vous allez retrouver dans la description que je fais des patrons poison dans l'épisode 3 de la saison 1. Donc, si vous ne l'avez pas écouté ou si vous avez envie de le réécouter, vous pouvez le faire. Il est sur le lanceur d'arrêt au pluriel.ca. Il est aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Il reste là. Donc, allez faire un tour pour vous rafraîchir les idées ou pour le découvrir. Je vous laisse réfléchir à quelle catégorie votre boss appartient. Mais c'est sûr que malheureusement, la dynamique de pouvoir, ça peut attirer des personnalités narcissiques dans les postes de pouvoir de gestion. Et c'est peut-être aussi pour ça que la santé mentale au travail est devenue un des problèmes de santé publique numéro un. La reconnaissance au travail, elle est importante parce qu'elle donne un sens à ce qu'on fait. Et c'est parce que on a besoin du sens dans notre travail que la reconnaissance est si importante. Si on fait quelque chose qui n'a aucun sens pour nous, la reconnaissance, elle va nous passer 6 pieds au-dessus de la tête. Donc, le sens et la reconnaissance, c'est deux concepts qui sont extrêmement liés. J'en ai parlé un peu au début de l'épisode et j'ai dit que j'allais y revenir. On va se poser des questions sur le sens au travail. Le sens au travail, c'est aussi un facteur déterminant de la santé mentale. Et d'ailleurs, la santé publique considère que le manque de sens, comme le manque de reconnaissance, c'est aussi un risque psychosocial. Donc, avant de terminer l'épisode, je veux qu'on prenne le temps de faire trois choses. La première, se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire le sens au travail, selon la science, selon les études? Deuxièmement, c'est quoi concrètement ses effets sur la santé mentale et sur le bien-être au travail? Et troisièmement, on va démonter une idée dangereuse, celle qui consiste à faire porter le sens au travail sur les épaules de l'employé, alors que c'est l'organisation qui en retire tous les bénéfices. Premièrement, c'est quoi le sens au travail? Le sens au travail, je vous dis tout de suite, c'est pas une passion. Tu peux trouver du sens à ton travail même si c'est pas passionnant ce que tu fais. Au niveau de la recherche, on a l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, donc un institut québécois, qui a identifié les composantes, les dimensions du sens au travail. Le travail, il a du sens s'il est utile socialement ou humainement. Il a du sens s'il est cohérent avec nos valeurs personnelles. Il a du sens s'il nous permet d'obtenir une véritable reconnaissance, pas une reconnaissance de pacotille artificielle. Il va avoir du sens s'il nous offre un minimum d'autonomie, et il va avoir du sens s'il s'inscrit dans des relations justes ou respectueuses. Donc le sens au travail, c'est pas aimer son travail. C'est comprendre pourquoi je le fais, pour qui et à quel prix psychologique. Donc déjà ici, on comprend quelque chose d'essentiel, c'est que le sens au travail, c'est pas individuel, c'est une conception sociale du travail. Au niveau de la science, les études qui se sont penchées sur l'effet du sens au travail sur notre santé mentale sont très cohérentes, très unanimes. Les travaux de l'Institut Robert Sauvé, qui sont basés sur des données québécoises, ont démontré trois choses. La première, c'est que un faible sens au travail augmente la détresse psychologique. C'est corrélé. Quand on fait un travail qui pour nous a du sens, forcément, c'est logique, il y a un certain bien-être. Et puis ce qu'il dit aussi, c'est que avoir du sens au travail, c'est un facteur de protection, comme l'autonomie, comme la reconnaissance. Tiens, ils sont encore là, ces deux-là. Et toutes les études internationales arrivent aussi à la même conclusion. Plus le travail est significatif, plus tu vas voir baisser les chiffres d'épuisement professionnel, de dépression, d'anxiété.
Il y a même une étude longitudinale, donc sur du long terme, qui a démontré que c'était beaucoup plus qu'une simple corrélation. Elle a démontré que le sens au travail précède le bien-être au travail et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que c'est parce qu'il y a un sens à ton travail que tu te sens mieux. C'est pas parce que tu te sens mieux dans ta vie que tu vas trouver du sens à ton travail. Ça, si seulement nos boss pouvaient le comprendre, là. Et donc, à l'opposé, la santé publique nous dit que le manque de sens est un risque psychosocial important. Et le manque de sens, il peut être créé par l'incohérence dans l'organisation, par des demandes contradictoires, une perte de contrôle sur ce qu'on fait, sur l'absurdité des tâches qu'on a, l'absurdité des tâches qu'on a. Ça, c'est sûr que quand on trouve que ce qu'on fait est absurde, c'est difficile de trouver du sens à notre travail. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est nuisible à notre santé d'appliquer des directives qui sont contraires à nos valeurs, d'appliquer des directives qu'on ne comprend pas, qui sont floues, d'utiliser des indicateurs qui sont déconnectés du réel. Très importante perte de sens quand on nous demande d'être engagé envers un système qui n'est pas du tout engagé envers nous, et évidemment de faire un travail dont on ne comprend pas l'utilité. Ici, je vais faire une petite parenthèse, et je vous renvoie encore à l'épisode 3 sur les patrons poisons. Faut pas oublier que beaucoup de gestionnaires, en particulier dans le secteur public, occupent des bullshit jobs, donc des jobs qui ne servent à rien. Comment voulez-vous que ces gens-là prennent conscience de l'importance du sens au travail pour leurs employés, alors que eux-mêmes sont un peu obligés de faire l'aveuglement volontaire pour pas se rendre compte que ce qu'ils font, ça sert à rien et que leur job est inutile? Ça va être difficile de la part d'un gestionnaire dont on sait que sa job, c'est de faire exister sa job, de venir t'aider à construire du sens dans ton travail au quotidien. Mais quoi qu'il en soit, avoir besoin de sens au travail, c'est pas un caprice. C'est pas parce qu'on est fragile que le manque de sens vient nous miner, vient nous heurter. Le manque de sens est une atteinte directe à notre intégrité psychologique. Parce qu'en fait, le manque de sens, plus il dure, plus il va nous mener vers l'épuisement professionnel, le cynisme, le désengagement, la perte de motivation. Et là, attention, parce que le sens au travail peut devenir un outil d'exploitation. Oui, la recherche le dit très clairement, le sens au travail peut être instrumentalisé. Et là, si vous êtes dans le milieu de la santé et de l'éducation, ouvrez vos oreilles parce que ça vous concerne. Vous êtes attaché à vos patients, vous êtes attaché à vos élèves, mais c'est sûr que vos patrons vont en profiter. Ils vont vous demander d'en faire plus parce que vous avez la vocation. Ils vont vous culpabiliser quand vous mettez vos limites, justement en utilisant le sens que vous donnez à votre travail pour pouvoir vous donner de la surcharge, pour pouvoir vous donner un minimum de reconnaissance, et ils vont vous jouer du violon sur ah, mais là, si t'es pas là, ça veut dire que t'es pas vraiment engagé, mais pensez à la clientèle, ou celle qu'on entend tout le temps en milieu scolaire, ouais, si t'en fais pas un peu plus, on va avoir un bris de service. Ben ça, désolé mon grand, mais c'est pas mon problème, c'est le tien. Normaliser le sacrifice au travail, c'est pas normal. Et pourtant, ils s'en servent tellement souvent. Oh, mais regarde ces directions. Oh, mais regarde ce gestionnaire, il se donne corps et âme. Oh oui, je veux bien, là. Mais là, on parle de moi et du sens que je donne à mon travail, moi. Donc, la mission, exemple en éducation, c'est d'être au service des élèves, mais pas au détriment de ma propre santé. Les chercheurs, ils appellent ça le paradoxe du travail porteur de sens. Donc faites attention à ça. Quand on est passionné par notre travail, quand on est attaché à nos élèves, à nos patients, à nos clients, notre patron le sait et il peut s'en servir contre nous. Et redonner du sens, ça n'appartient pas qu'à l'individu. C'est une responsabilité collective. Comment on donne du sens dans une organisation? Quand les consignes et les demandes sont cohérentes. Quand il y a de la reconnaissance, quand les gens du terrain sont appelés à participer, à donner leur avis. Ça donne du sens, ça construit du sens concrètement. Donc, le sens au travail, c'est beaucoup plus qu'une affiche sur un mur, c'est beaucoup plus qu'un plan de réussite, c'est beaucoup plus qu'une signature en bas d'un courriel. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent au quotidien. Donc, si on veut conclure, on peut dire que la reconnaissance au travail et le sens sont intimement reliés et que ça nous prend les deux pour être bien au travail. Et je finirai en vous citant le professeur Jean-Pierre Brun de l'Université Laval qui nous dit que la reconnaissance au travail est un levier aussi puissant pour la santé mentale que la prévention des risques physiques. Alors, est-ce que votre milieu de travail est sur cette voie-là ou pas? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, on peut échanger sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, n'oubliez pas de partager mes publications sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Lanceur d'arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous!